sin pensar que almirante, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus au rendez-vous pour parler de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il est très important de pouvoir communiquer. Et cela, c'est une nécessité pour tout homme politique. Il est très important de pouvoir montrer toujours le cap, de pouvoir toujours montrer le chemin que vous souhaiteriez que les Congolais puissent suivre. C'est dans ces cadres-là. Vous le savez bien que je suis ici dans la diaspora, et vous savez que la diaspora, depuis un certain temps, ne communique pas vraiment beaucoup. C'est pour deux raisons. La première raison est que le but premier, lorsque nous parlions tout le temps, c'était que notre peuple soit informé, notre peuple soit sensibilisé. Vous savez qu'il n'y avait pas d'Internet, même découper l'Internet à tout moment. Bon, le pouvoir qui était en place, le pouvoir Kabila, ne permettait pas que les Congolais puissent réellement suivre ce qui se passe autour d'eux. Maintenant, les choses sont faites. Les communicateurs sont au pays, la sensibilisation est au point vraiment atteint le zénith, et c'est ça qui est très important, c'est ce que nous voulions, et ça c'est la première raison. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tout le temps télescoper, tout le temps se contredire dans tout ce que nous sommes en train de dire. La deuxième raison, vous le savez, c'est que nous sommes très loin, nous sommes à 10 000 km de Kinshasa, ou du moins 10 000 km de la RDC, et nous ne pouvons pas nous battre vraiment à distance comme ça, ce n'était pas possible. Donc, compatriotes congolais, voilà pourquoi nous ne communiquons pas beaucoup. La diaspora ne communique pas beaucoup plus parce que maintenant, les choses, le peuple atteint son dynamisme de pouvoir parfois parler sans peur, sans tabou, et c'est ce qui est vraiment très bénéfique. C'était même ça le but de notre combat. Compatriotes congolais, aujourd'hui nous sommes dimanche 30 janvier 2022. Cela voudrait dire sur le plan politique que nous traversons les 1102e jour du pouvoir de Fachi. Et c'est sur les 1825 jours que lui confère les 5 ans, et tout calcul fait, il lui reste 723 jours du pouvoir. Il n'aura pas un jour de plus. Cela pour des raisons beaucoup plus politiques, constitutionnelles, beaucoup plus spirituelles. Cela voudrait dire, si Fachi ne passe pas le fanion pendant les 723 jours qui lui restent, alors nous allons perdre l'impérium. Cela voudrait dire qu'il n'aura plus le droit de dire un mot sur le plan international, même si votre constitution le fait, mais sur le plan international, il va perdre cette crédibilité et l'impérium va retourner en Occident et nous serons amenés à faire des négociations, vous savez tout ça, les dialogues, et afin de pouvoir amener encore l'impérium. L'impérium, nous l'avons reçu suite à des grands sacrifices. C'est Joseph Kabila qui était le visionnaire de cette affaire de l'impérium pour avoir décidé de son gré de donner le pouvoir, de dire à la CENI de fermer les yeux et de publier les résultats, et c'est ce qui a été fait. Au début, on devait attendre la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que l'Union européenne dit, qu'est-ce que l'Union africaine dit, mais ce n'était pas le cas avec Joseph Kabila. Donc c'est à ce moment-là que nous avons reçu réellement notre impérium. Donc, lorsque je dis que bientôt là nous serons, il reste 723 jours, c'est vous dire que dès l'année prochaine, nous allons passer au processus du cycle des élections. Et notre but, c'est que les jeunes ne soient pas surpris de ce qui va leur arriver. Vous devez le savoir que si nous ne faisons pas attention, notre pays est déjà mis sur la table de la balkanisation. La table de la balkanisation, pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'est plus nécessaire
que l'Occident gère des grandes étendues qui dépendent des caprices de certains individus. Actuellement, il est meilleur de traiter avec les particules. Pour le cas de la RDC, par exemple, on souhaiterait traiter avec le Katanga, on traite avec le Kivu, on traite avec l'Équateur. Donc ça doit être des États bien séparés. Donc ça, c'est dans le dossier qui est sur la table. Et il ne faudrait pas que vous soyez surpris prochainement lorsque, dans notre désordre, ces choses arrivent. Et c'est la jeunesse à laquelle je m'adresse qui doit prendre bien les choses en main s'ils sont vraiment bien informés. Il y a le problème de la légalisation de l'occupation. Vous savez que le problème de l'occupation n'est pas encore terminé avec les accords de l'Émirat, avec tout ce qui s'est fait. Fathi qui ferme les yeux. Nous allons arriver bien sûr à cette légalisation. Déjà nous avons les Ougandais qui sont au pays et qui, je ne pense pas pratiquement qu'ils vont partir comme ça. Avec tout ce qu'ils ont donné comme apport dans la situation de tranquilliser la partie Est. Compatriotes congolais, donc nous sommes à une année des échéances électorales. Et ces échéances, devant ces échéances, et avant qu'on y arrive, aujourd'hui, 2 ans avant, nous voyons qu'il y a un malaise généralisé dans tout le pays. Le peuple a perdu tout espoir dans son gouvernement. Le peuple a perdu tout son espoir dans ce que le fils d'Etienne Tshisekedi pouvait apporter au pays. Donc c'est face à ce tableau sombre que j'invite les Congolais à bien comprendre les choses. Il est vrai que nous sommes tous déçus. Et que devant cette situation des choses, il serait mieux parfois d'être lucide, d'être sincère, en essayant de ne pas trop utiliser les émotions dans ces moments les plus difficiles. Il est vrai que Fathi, jusque maintenant, n'est pas culpabilisé parce que d'un côté, il y a ceux qui le soutiennent, il y a ceux qui ne le soutiennent pas. Donc, en tout cas, il n'est pas culpabilisé. Les quelques peu de gens qui y sont en train tout simplement de le responsabiliser. Et c'est ça la prudence que nous avons, la sagesse, si nous voulons bien sûr garder ce pays. Provoquer une crise, c'est exposer notre pays à la balkanisation, à une faiblesse que nous risquons d'imprimer dans la République. Et cela n'avantagera jamais le peuple congolais. Compatriotes congolais, je viens de le dire, si aujourd'hui Fathi échappe à la culpabilité dans sa gestion, eh ben, c'est parce que, de par son origine d'une famille, d'un sphinx, d'un homme qui était jusque-là irréprochable dans la gestion de la chose publique, alors, jouissant de cette aura, Félix est parvenu à réussir à faire avaler aux Congolais les 2 images. D'un côté, une image des dieux, une image positive, et de l'autre côté, une image négative. Donc, il s'est fait passer pour une personnalité atypique, une personnalité mystérieuse, qui présente ces 2 images, une image d'une personne bonne et d'une image d'une personne qui représente presque Satan. Et du côté de ces 2 images, qui sont d'ailleurs aux antipodes, diamétralement opposées, l'image positive est que Félix a démontré qu'il est quand même un combattant. Il est entré dans le camp de Kabila, il a détrôné ce camp, il l'a dispersé. Bon. Est-ce que c'est de manière réelle? Mais quand même, nous avons vu à travers de son discours d'ici décembre 2020 qu'il avait réellement pris les choses en main et il s'était séparé de ce pouvoir sans qu'une balle puisse
est très tiré. Donc en fait, et du côté positif, et Félix est parvenu à rassembler. D'abord, il a eu cette majorité qui a étonné le monde extérieur d'ailleurs. Félix a encore regroupé autour de lui tous les géants de la politique congolaise qui le soutient, du moins jusque maintenant. Et en fait, Félix jusque-là est resté intact avec sa valeur de l'éthos. C'est-à-dire, lorsqu'il communique, vous sentez qu'il est irréprochable sur certains points des antivaleurs. Ça, c'est son côté positif. Mais lorsque nous voyons son côté Satan, c'est que Félix ou Fachi est resté vraiment impassible et sadique, soit à la souffrance du peuple. Donc, cette image inhumaine qu'il présente ne lui donne pas vraiment une certaine garantie d'être une personnalité non politique que les Congolais attendaient. Et il a développé une politique d'hypocrisie, il fermait les yeux devant le vol, il s'entourait des voleurs, fermait les yeux sur eux. Bon, tout le temps, il se prend pour quelqu'un qui est surpris de tout ce que ses amis sont en train de faire autour de lui. Pourtant, c'est lui qui les a recrutés, c'est lui qui a fait le casting, c'est lui qui a fait... Donc, en fait, face à ces deux images, aux antipodes d'ailleurs, deux questions nous viennent à l'esprit. Est-ce que nous pouvons laver Félix dans sa gestion catastrophique pendant ces 3 ans? Parce que la gestion est catastrophique. Est-ce que nous pouvons le laver? Moi, j'ai dit non, on ne peut pas le laver parce que c'est lui qui a le bâton de commandement, c'est lui qui fait le casting, c'est lui qui tient les rênes du pouvoir. Donc, il n'a pas moyen de le laver. Est-ce que pouvons-nous culpabiliser, c'est la seconde question, si nous pouvons culpabiliser Fachi dans sa gestion de 3 ans? Moi, je vous dis également que la réponse est non. Et non, pourquoi? Parce que Fachi échappe à la sanction des culpabilités. Et s'il n'est pas culpabilisé, mais néanmoins, il est responsabilisé de toute la débâcle du pays face à tout ce qui se passe, face à la confusion que lui-même a imprimée dans son administration. Vous savez qu'il y a une confusion, de l'autre côté, on parle de l'état de droit, et de l'autre côté, c'est lui qui protège les criminels, et tout ça, ça donne un état de confusion. D'un côté, vous voulez une armée forte, de l'autre côté, tous les ennemis sont toujours là. La mise en place, bon, voilà, tout est comme si de rien n'était. La marche continue comme par le passé, et ça, c'est une confusion que Félix est en train de s'aimer à travers son administration. C'est pour cette raison que la solution que nous devons donner à notre pays, et cela, c'est le recours à nos CPP. J'invite les compatriotes de pouvoir redynamiser les CPP. Les CPP, ce sont les comités de pouvoir populaire. Cette idée qui était venue avec Mouzé, et il avait fait de ça, et nous avions trouvé que lorsque le peuple s'approprie de son pouvoir, le peuple est capable de changer bien les choses. Donc, c'est grâce, si nous redynamisons nos CPP, nous allons arriver à imposer un dialogue populaire. Et ce dialogue populaire, souvent, arrive à ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Mais un soulèvement qui se fait avec ordre et discipline. L'ordre et discipline, c'est pas comme dans l'armée, bien sûr, mais l'ordre et discipline parce que tout le monde est organisé, et chacun connaît dans quel CPP il se trouve, et chacun connaît que cela soit au niveau de la rue, au niveau de la commune, au niveau provincial, au niveau du territoire. Chacun doit connaître son leader qui est les leaders qui sont réellement choisis par eux-mêmes à partir de la base, sous des critères bien sûr d'honnêteté, de transparence, enfin de gens qui ne pratiquent pas les antivaleurs. C'est grâce, lorsque nous allons arriver à ce niveau-là, à ce dialogue populaire, que nous allons arriver à mettre fin à tous les voleurs, à tous les flatteurs qui sont dans le pays, à tous les malfaiteurs, les escrocs, les spoliateurs, et tous ces gens-là qui pillent les richesses
de notre pays. C'est à ce niveau-là, parce que ces gens-là, bien que la justice a du mal à les condamner, mais au moins le peuple qui vit avec eux connaît quoi faire avec eux, connaissent d'où viennent leurs richesses et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement dans leur vie. Compatriotes congolais. Et si vous, les compatriotes qui sont dans les CPP, parce que c'est cela qu'il faut dire, c'est que le futur de la RDC se conjugue maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est à travers le dialogue populaire que nous allons imposer réellement ce qu'il nous faut. Je vous donne le cas, un cas très simple. Nous avons le rapport mapping, par exemple. Ce rapport nous donne toutes les possibilités d'avoir un tribunal, de juger les méchants, et tous ces méchants sont déjà répertoriés dans ce rapport. Et sachez que nous n'aurons jamais de paix dans ce pays lorsque les coupables vont circuler, les coupables qui sont identifiés dans le rapport mapping. Et ce que Félix fait, et Fachi fait, c'est de pouvoir mettre dans les tiroirs ou dans les frigos ce rapport mapping. Il a la possibilité de pouvoir instaurer le tribunal pénal international, enfin le tribunal congolais bien sûr, et on attend tout de lui, parce que c'est lui qui tient les rênes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il a caché ce rapport, il ne veut pas vraiment en parler, et c'est ainsi que Joseph Kabila ne sera jamais jugé. Tous les morts, les massacres de l'AFDEL ne seront jamais jugés. Et vous savez bien que le Kalev est connu là où il se trouve, mais on ferme bien les yeux. Et Kalev se promène tranquillement et il se moque de tous les Congolais qu'il a tués. Que c'est là, ça, le John, le monsieur là qui a tué le Chebeya et tout ça. Donc, tous ces gens-là sont connus, mais ne seront jamais jugés. La preuve en est que Vital Kamerhe n'est plus en prison. Il se tape bonne là où il se trouve. Et il y a tous ces mots, les Matatampogno ne seront jamais jugés. Pourquoi? Parce que ça, c'est le système confusionniste que Félix a instauré. D'un côté, il parle d'un état de droit, de l'autre côté, il protège les malfaiteurs. Donc, compatriotes congolais, notre combat, c'est pour nous libérer de ce joug. C'est un joug du colonialisme, un joug des exploiteurs. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec des ennemis. Je me rappelle, sous Mobutu, nous avions des grands ennemis. C'était la Troïka. On parlait toujours des Occidentaux, dirigés par la Belgique, la France et les États-Unis. Et ils continuent toujours à être des ennemis de la RDC. Et sous les deux Kabila, les ennemis se sont encore ajoutés. C'était la plupart des pays frontaliers. Nous avons le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, tout ça, tous ces gens qui se sont formés pour venir piller encore les richesses congolaises. Et ça, ils se sont encore ajoutés au Tioka. Et sous Fachi maintenant, les ennemis du peuple congolais se sont encore ajoutés. Cette fois-ci, il ne s'agit ni de la Troïka, qui sont déjà des ennemis, il ne s'agit plus de pays limitrophes, mais il s'agit des Congolais de père et de mère. Donc tous les Congolais que Félix a amenés avec lui, qui passent sous les sobriquets de la diaspora, ce sont des voleurs, des Congolais de père et de mère, mais qui sont des grands voleurs, qui sont des ennemis de la République. Donc, compatriotes congolais, les choses deviennent encore de plus en plus compliquées. Voilà pourquoi je vous ai dit tout au début, avant de parler, j'ai parlé des émotions. Nous ne pouvons pas utiliser les émotions dans ce combat. Le voleur ou l'ennemi de la République peut être ton frère. Ça peut être tous ces gens que vous avez vus construire des maisons dans moins de 2 ans, dans moins de 3 ans. Ils construisent des grandes villas. Ils se tapent des millions. Ça, ce sont des ennemis de la République. Ce sont des ennemis du peuple congolais. Voilà pourquoi il est très important que vous, compatriotes congolais, puissiez réellement
adhéré à l'idée de créer des CPP dont certains existent déjà dans les différentes provinces. Il faut vraiment une organisation parce que si vous voulez gagner, vous n'allez pas y aller en désordre. On ne gagne jamais en désordre en politique. Bien sûr, il y a les désordres avec l'AFDEL. Bon, l'AFDEL a gagné en politique, mais c'était de courte durée. Et toutes ces choses-là ne peuvent pas marcher. En fait, il faudrait que le peuple soit organisé. Et cette organisation, ce n'est pas un choix que je vous demande de faire, mais c'est une obligation. Vous devez vous battre parce que vous êtes là pour défendre votre village, votre rue, votre secteur, votre collectivité, votre territoire. Vous devez vous battre pour cela. Vous ne vous battez pas pour M. Mouya. Moi, mon nom c'est Albert Mouya, mais vous ne vous battez pas pour moi. Vous ne pouvez pas vous battre, mais vous devez vous battre parce que vous devez protéger vos parents, vous devez protéger votre femme, vos enfants, vos oncles. Vous devez les protéger ceux qui vivent avec handicap, les sourds et muets, les aveugles, les handicapés physiques. C'est cela vous devez vous battre pour eux. Et l'exemple qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est fait, par exemple, au Nord Kivu, même à Nitori. Au Nord Kivu, il y a les jeunes qui sortent, surtout à Beni, dans le territoire de Beni. Des compatriotes sortent pour braver la Kalachnikov, pour braver la baïonnette. Ils disent non, bien qu'il y a l'état de siège que nous acceptons, mais nous n'acceptons pas qu'on vienne nous marcher sur nos têtes avec des bulldozers. Ça, le peuple n'accepte pas. Et le peuple gagne toujours lorsque il est déterminé à sauver son droit, à sauver sa fierté, à sauver son unité, à sauver sa grandeur, à sauver sa liberté. C'est ça un peuple. Et cela est en train de se faire au niveau de Beni. Et il est vrai qu'un peuple qui a décidé de se libérer, il va se libérer. Parce qu'il n'y aura jamais un cachot où on mettra 500 000 personnes. 500 000 personnes à Beni qui sortent et qui commettent les cas infractionnaires, l'État ne sera jamais en mesure de les prendre et de les mettre dans un cachot. C'est impossible. Et c'est ça, à ce niveau-là, les militaires doivent comprendre que les armes ont des limites. La baïonnette a ses limites. Et le peuple reste le peuple. Lorsqu'on s'amuse avec le peuple se déchaîne, eh ben, il n'y aura rien. J'ai vu même, je crois hier, je crois à la permanence de l'IDPS, on avait mis des policiers. Hein. Et le peuple, lorsqu'il est venu, il est entré dans leur siège, dans leur parcelle. Parce que les militaires ne peuvent rien faire devant une foule. C'est impossible. Et compatriotes congolais, sachez que c'est dans la foule que nous allons gagner ce pays. Si vous pleurez, c'est parce que vous ne connaissez pas cela. Les militaires ne pensez pas que l'arme, c'est ce qui leur donne la force. Non. Les militaires sont des militaires parce que le peuple comprend et le peuple respecte. C'est alors que les militaires existent. Mais en réalité, ils ne peuvent rien faire face à la force d'une population déterminée. Une population dont le cœur et l'esprit se mettent ensemble. Et lorsqu'ils se mettent ensemble, le peuple parvient toujours à gagner. Et c'est cela d'ailleurs. Mais vous savez, les personnes, tout être humain a peur. Devant l'arme, une personne a peur. Beaucoup de choses que nous faisons aussi, parfois nous avons peur. Mais un combattant, c'est celui qui surmonte cet état de peur pour atteindre une certaine dimension. Et vous allez remarquer que vous pouvez avoir... Les individus, c'est comme les 5 doigts de la main, vous voyez. Les 5 doigts, chaque doigt peut trembler. Mais lorsque les 5 doigts se mettent ensemble et essayent de former le poing, et vous allez voir que ce point est capable de faire aussi du mal. Et c'est à ce niveau-là. Le CPP, en fait, c'est en cela.
d'unir les vrais combattants et de braver, de faire ce qu'ils veulent, hein, dans la dignité, pour protéger bien sûr leur dignité, parce que tout part de la dignité, de la grandeur, de la fierté, et de l'unité, de la liberté de chaque peuple congolais, et de la paix aussi. Compatriotes, nous avons tous un destin. Personne de chacun de nous Congolais ne peut échapper à son destin. Les Lumumba n'ont pas échappé à leur destin. Beaucoup de grands compatriotes ont affronté leur destin. Et nous avons un destin commun. Nous sommes appelés à affronter ce destin plutôt que de le fuir. C'est cela. Ce qui se fait dans la partie Est, c'est cela. Chaque peuple doit affronter son destin. Les gens qui sont à Beni, qui sortent, qui font des manifestations, ne doivent pas attendre que les Congolais qui sont à Féchi, dans le Congo, puissent se déplacer pour aller dans le Beni et se battre. Que les compatriotes qui sont dans le territoire de Bomongo, au niveau de l'Équateur, se déplacent pour aller à Beni, aller se battre pour les Bénissois, je crois, c'est comme ça on les appelle. Et les gens, par exemple, dans les mouches qui sont dans les plateaux Mandundu, se déplacer, ou des gens venir de Mouchacha dans les Lolaba pour aller à Béni se battre, ça là, ça n'existe pas. Donc vous devez prendre soin de vous-même, vous devez prendre soin de ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque vous venez dans le Congo libre et entrez dans le CPP, vous ne vous battez pas pour M. Mouya. Moi, je ne vous ai jamais appelé de mourir pour moi. Vous devez mourir pour votre village, votre rue, votre quartier, votre collectivité. Vous devez mourir parce que vous devez défendre vos parents, défendre votre femme, les enfants. Voilà pourquoi je peux vous appeler à mourir. Moi aussi, je dois mourir pour mes enfants, pour mes... C'est ensemble, lorsque chacun va se battre pour une portion de ce qui l'entoure, que chacun de nous, que les feux posés par chacun vont arriver au niveau national. Et c'est à ce moment-là que nous allons réellement sauver le pays. Et c'est ce qu'on appelle la révolution populaire. Compatriotes congolais, nous devons comprendre que on ne peut jamais continuer à vivre dans un régime de terreur. Un régime qui ne nous donne pas l'avenir. Et le régime qui est en place est en train de manifester tous les signes de donner à la population la terreur, de donner à la population un cul-de-sac, de conduire le peuple dans un cul-de-sac. Et là, nous n'allons pas accepter. Je fais un petit pas en arrière pour parler un peu de ce qui se passe à Nitori et au Nord Kivu. Compatriotes congolais, je suis très clair à ce niveau-là. Je ne dis pas que vous devez affronter l'état de siège. L'état de siège, c'est une solution salutaire qui a été décidée, et moi je félicite ceux-là qui ont pensé à cela. Mais le problème se trouve dans son applicabilité. Ce n'est pas parce que l'état de siège, c'est une solution salutaire, que tout ce qu'ils doivent faire, c'est Dieu les peur qui leur dicte de faire ça. Non. Dans son applicabilité, ce sont des gens qui ont manqué beaucoup dans l'exécution de cette affaire. Ils ont à la place installé une sorte d'omerta, une sorte de mafia qui se passe à ce niveau-là et qui sont comme un aimant qui attire tout celui qui va au nord Kivu, au sud Kivu, enfin dans toutes les provinces de l'Est, de l'ancien Kivu. On dirait qu'il y a un aimant qui amène tout le monde à voler, tout le monde à faire la mafia, tout le monde à s'occuper de lui et non à s'occuper de la République. Et dans cette histoire d'état de siège, il y a eu deux fautes monumentales que le gouvernement, ou du moins Fachi, a commis. Et ce sont des choses qui vont lui coûter très cher. Il y a le rapport Mapping qui n'a pas appliqué. Je ne sais pas si dans un débat
télévisée contradictoire à 2 tours, s'il sera capable d'expliquer pourquoi le rapport mapping n'est pas exhumé. Et il y a aussi ce problème ici qui est de territoires occupés, enfin des territoires sous état de siège. Je peux dire occupés peut-être, parce que les Congolais même, qui sont ennemis des Congolais, peuvent occuper aussi, être rebelles à ce niveau-là. Donc j'ai dit bien qu'il y a 2 fautes dans cette histoire de l'état de siège, et c'est ce qui amène le peuple de Béni à sortir. La première faute monumentale, c'est que le ministère de l'Intérieur n'est pas impliqué. Le ministère de l'Intérieur est totalement désengagé de ce qui se fait à Béni. Est-ce que c'est parce qu'il est incapable ou parce qu'il a reçu les ordres? Parce qu'on dirait qu'il y a les ordres qui viennent de quelque part pour que la marche qui se trouve dans la partie Est perpétue, continue. En réalité, si moi j'étais ministre de l'Intérieur, tout ministre de l'Intérieur avisé, la première chose à faire, c'était de recenser, d'envoyer une commission de recensement sur place. Ça peut être des militaires eux-mêmes, ça peut être, mais en fait, une commission de recensement. On recense les bons citoyens et on leur donne des cartes, parce que les cartes en réalité doivent être en mouvement, ou un document quelconque qui justifie qu'ils sont recensés. Et dès que les gens qui sont recensés, on les tire de là pour les amener un peu ailleurs. Je veux parler par exemple, vous êtes à Nitori. Il y a, il y a une opération à Aru. Prenons ça. Aru, vous devez, c'est parce qu'il y a Aru, il y a Djougou, il y a Irumu, donc vous savez, il y a Mahagi, Mambasa, je crois. Et tout ça, ce sont des quartiers ou des contrées ou des territoires où il y a l'insécurité. Admettons que vous voulez pacifier Aru. La première des choses à faire, c'est d'amener par exemple les gens qui sont là pour le recensement. Ça peut être des militaires, ça ne doit pas être des civils. Les militaires peuvent faire cette administration civile de recenser. Lorsque le peuple, avec les mégaphones et tout ça, le peuple va faire un effort pour quitter là où ils sont cachés, pour venir là et se faire recenser. Parce que le recensement, c'est quelque chose de très important. Et dès que l'ultimatum est donné, parce que les autres peuvent quitter Aru, parce qu'ils ont peur, ils vont aller à Djougou, ou bien ils vont aller à Irumu, à Mambasa ou à Bout. Et à ce moment-là, dès que vous sentez qu'à Aru, c'est devenu vide, tous les citoyens se sont fait recenser. Alors maintenant, l'armée passe avec l'opération ratissage. Là maintenant, c'est alors à ce moment où aucune chèvre ne peut exister, aucune vache, donc tout ce qui respire ne doit plus exister, sauf les plantes bien sûr. Ça c'est l'opération de ratissage. Dès qu'on a fait l'opération de ratissage, on remet le peuple à leur place. Et cela ça peut se passer à Irumu, ça peut se faire. Mais c'est une histoire là on appelle le bouclage. Dans des termes un peu beaucoup plus civilisés, on appelle ça bouclage. Donc il y a l'opération de délocalisation, relocalisation, et c'est comme ça. Délocalisation, après ratissage, localisation. Et c'est là, on a fait ça, on a vu à Muchacha, à Kapanga, à Dilolo, à Sandoa. Mobutu a fait ça dans la guerre la guerre du Chaba 1, c'était en 1977. Sans cela, il y avait les Diabos qui avaient déjà occupé tout. Mais il faut cette opération, c'est ça ce qui permet aux militaires. Et cela, cette opération de ratissage ne demande pas 5 jours. Lorsqu'on a mis en place les hélicoptères, les chars de combat, les forces terrestres, mais est-ce qu'il faut combien de temps pour pacifier, par exemple, Aru et protéger Aru? C'est alors qu'il y a maintenant les policiers, que vous appelez les policiers, la gendarmerie, qui va prendre les choses. Ça, c'est la première erreur qu'ils ont fait. Donc, ils n'ont pas recensé. Et jusque maintenant, le recensement, on ne connaît pas qui est congolais, qui n'est pas congolais dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Personne n'a la carte. Les cartes, vos cartes-là, se sont imprimées un peu partout, des électeurs et tout ça, mais je me demande, ceux-là qui n'ont pas voté, comment ils peuvent avoir cette carte. Compatriotes congolais. La deuxième faute monumentale,
qui a été commis, et c'est malheureux, c'est un mensonge monstrueux que le gouvernement a essayé de faire croire à notre peuple que l'armée que je vais envoyer là-bas, cette armée va ramener la paix à Ituri et dans le Nord Kivu. Ça, c'est un mensonge. Pourquoi un mensonge? Parce que l'armée, dans sa mission, n'apporte jamais la paix. La mission de l'armée, c'est d'imposer la tranquillité, d'imposer l'ordre, d'imposer la discipline, d'imposer le calme. C'est ainsi que partout, lorsqu'il y a un désordre, on fait appel à l'arme. À l'armée, bon, ça peut être la police et tout ça. Parce que son but, c'est de ramener cette tranquillité imposée. Ce n'est même pas ramener, eux, ils imposent. Donc il y a l'arme, il dit Okolekawate, et c'est comme ça que ça se fait. C'est ça l'armée. Je crois qu'à Gombe, là-bas, il y a des endroits où les gens ne passaient pas. Les militaires sont là pour ça, ils ne sont pas là, ça ce n'est pas la paix, ils imposent ce qu'ils ont à imposer. La paix, lorsqu'on parle de la paix, c'est autre chose. Et la paix ne se construit pas sur base des arguments, des armes, de la Kalachnikov et de la baïonnette. Ça, c'est pas ça la paix. Si vous fondez la paix sur cela, ça, ce n'est pas la paix. Vous avez fait déjà un échec. La paix ne signifie pas l'absence de formes d'agression, de formes de troubles. Moi, j'étais à Lubumbashi il n'y a pas longtemps, en début de ce mois de janvier, j'étais à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, il n'y a pas cette forme d'agression. À Lubumbashi, il n'y a pas de troubles à l'ordre public. C'est que moi, j'ai vécu sur place. Mais on ne peut pas dire qu'à Lubumbashi, il y a la paix. Moi, je n'ai pas vu la paix à Lubumbashi. Donc, il n'y aura jamais la paix dans la partie est de la République lorsque un Congolais de père et de mère sera toujours contraint en suprême recours de recourir à la violence pour protéger sa famille, pour protéger ses frères, protéger son village contre la tyrannie et l'oppression. Ce sont eux qui vivent sur place. Ce sont eux qui ont vu la tyrannie du pouvoir, l'absence du pouvoir. C'est ça, c'est la situation des personnes qui se sont passées. Et lorsque même Fathi était sur place, je pense qu'il avait bien compris cela, mais il n'a pas tiré de leçons. Ces gens-là, il y a la survie, il y a les gens qui sont arrêtés de force, il y a les gens qui sont... Donc il y a une sorte de tyrannie qui sont sur place, qui est sur place. Et lorsque maintenant, vous vous trouvez devant cette affaire-là, le problème se pose. Il y a deux problèmes. Bon, le premier problème, c'est que il y a les ennemis extérieurs qui sont venus, Tanzanie, comme on en voit, au Kenya, tous ceux qui sont venus, ils sont venus avec les armes. Il y a les autres qui viennent du Rwanda qui entrent avec les armes. À ce moment-là, le but de l'armée, c'est de pouvoir, à ce moment-là, on envoie les militaires. Et on a vu comment on lance des Yana avec des roquettes, et c'est ça leur travail, c'est de ratisser. Un militaire, là où il se sent à l'aise, c'est lorsqu'il est dans l'opération de ratissage. Un militaire. Donc les militaires qui sont au Nord Kivu, on dirait qu'ils sont là comme des policiers. Non, un militaire, son problème, c'est vous avez l'objectif. Là, on ne veut pas entendre quelque chose qui bouge. Voilà le militaire, à ce moment-là, il va et il fait vraiment très bien sa mission. Mais les militaires que nous avons ici, ce sont des militaires qui doivent se battre où l'ennemi est dans la population. Mais comment il va se battre? Il y a le droit de l'homme qui est sur ses épaules, il y a sa conscience elle-même. Il ne peut pas tirer sur une femme parce que cette femme est utilisée comme un bouclier par des rebelles. Donc vous voyez comment vous rendez un peu la vie difficile à nos militaires. Et le militaire, comme je l'ai dit, ils se battent contre toute agression extérieure. Mais ce qui se passe à l'Est, au Nord aussi, Kivu, en majorité, c'est une erreur grave et il n'y aura jamais de paix. C'est comme une histoire qui se passe en Afghanistan et tout. Et vous allez comprendre pourquoi la guerre en Afghanistan ne prendra jamais fin.
En RDC, prenons quand même qu'il y a 10 maïmaï pour lesquels vous vous battez. Il n'y en avait que 10. J'étais un exemple. 10, ça peut être, bon, ils sont nombreux, tout ça. Mais prenons 10. Parce que nous allons arriver au calcul de vous faire voir que dans ces zones-là, 10 moins 2 n'égale pas 8. On vous a appris que 10 personnes, 10 rebelles, lorsque vous tuez 2, il reste 8. 8 rebelles, non. Ça, ce sont des faux calculs. Ça ne marche pas, ça, au niveau de l'Ituri et du Nord Kivu. Là-bas, 10 moins 2 égale 30. Ou 10 moins 2 égale 40. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi les guerres, dans les guerres au Moyen-Orient ne terminent jamais. Je vais vous donner cela, ça veut dire quoi? Lorsque un Congolais de père et de mère a pris l'arme et il a dit à sa famille, c'est quelqu'un d'abord qui a étudié, comme on en a arrêté, ce sont des Congolais de père et de mère qui ont étudié, mais qui ne voient pas l'avenir pour leur village, qui ne voient pas l'avenir pour leur collectivité. À ce moment-là, ils ont pris les armes pour se battre contre la tyrannie, contre les gens qui doivent... tout ça, voilà. C'est ça le mouvement Maïmaï. Maintenant, lorsque vous tuez 2 Maïmaï, vous êtes l'armée, vous êtes le Boyan Kachama, bon, vous dites, bon, moi, je suis moi. Vous tuez 2. Bon, j'ai dit 10. Il y avait 10 Maïmaï qui se battent pour... mais vous voyez que non, ce sont des ennemis. Vous tuez 2, c'est-à-dire, comment vous appelez, neutraliser 2. Les 2 là vont créer 20 et 30. Ça veut dire, la famille de la personne tuée, ou la personne neutralisée, et sa famille ou son village, ses amis, vont aussi s'engager dans le combat. Ils vont se dire, mais ces gens sont venus pour nous tuer, alors là, nous refusons votre histoire d'état de siège, et bien nous nous mettons dans la guerre. Et les gens acceptent comme ça de mourir. C'est ainsi que le terrorisme va se créer, parce que quelqu'un ne peut pas accepter que son grand frère qui le nourrissait est tué comme ça parce qu'il s'est battu pour une guerre et pour une cause vraie, pour lui. Pensez un peu à cette histoire des suffragettes. Pourquoi aujourd'hui les femmes ont droit de vote ici en Occident? Vous pensez que la lutte était faite? Les femmes sont arrivées à poser des actes de terrorisme. Ils ont commencé à brûler des choses. Et si vous lisez cette histoire des suffragettes, et vous allez comprendre réellement que toute personne a besoin de la liberté. Toute personne a besoin de garder sa fierté, sa grandeur. Et aujourd'hui, nous parlons suffrage universel. Suffrage universel. D'où vient le mot suffrage là? Ce sont des suffragettes. Ce sont des femmes qui se sont battues. Et les hommes étaient contre eux, mais ces femmes seules, elles se sont battues. Le mouvement a commencé avec une femme et ses 2 enfants. Et le mouvement est allé dans même aux États-Unis, c'est arrivé dans toute l'Europe. C'est maintenant que les femmes ont droit de vote ici en Europe. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 50 ans que les femmes ont commencé à voter ici en Europe. Compatriotes congolais, vous allez comprendre que lorsqu'on se venge, les choses se compliquent encore de plus en plus. La vraie paix que nous cherchons tous passe par le bon exercice de l'autorité de l'État. L'exercice par les autorités civiles et non des autorités militaires. Les militaires qui sont au Nord Kivu, au Sud Kivu, ils devront faire tout pour être des civils. Kabila était militaire, il est fait civil. Mobutu était militaire, il s'est fait civil. Vous devez arriver à faire de ces militaires qui sont des chefs de collectivité, des chefs de, je sais pas moi, de territoire, de faire de partir un peu de l'armée, de porter aussi des civils, de porter aussi des cravates, de porter aussi des chaînes de costumes. À ce moment-là, ils seront proches de la population. Et la paix que nous cherchons, c'est la participation de tous à la vie politique. Lorsque les affaires publiques de l'État sont bien gérées, c'est alors qu'il y aura la paix. Est-ce que dans la vie ici que nous menons avec l'administration Fachi, est-ce qu'il y a la participation de tous à la vie politique? Non. Il y a une coterie qui participe.
Est-ce qu'il y a la bonne gestion des affaires publiques de l'État? Non, parce que les coupables ne sont pas arrêtés. Ils sont tout simplement madoués et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire la paix en excluant les autres? Mais au niveau de Béni, il n'y a jamais eu des élections. Je ne sais pas s'ils sont au Parlement. Mais ils sont déjà exclus. Et vous voulez que les gens qui sont exclus, et puis vous leur amenez l'armée, et l'armée tue leurs frères, et puis ils sont là, ils sont en train de vous applaudir. Ah non, voilà, Fachi, c'est bon, vous nous avez amené l'état de siège. Ça, c'est de ne pas bien comprendre. La paix, en fait, c'est l'union de tous. Ce n'est pas une politique centrée sur la coterie, comme je le dis. Fachi a amené ses amis qui sont là, et qui passent sous le nom de la diaspora, et qui humilient la diaspora. Moi, je suis de la diaspora, mais je ne m'identifie pas à tout ce que ces gens-là font. Ce sont des gens inconnus d'abord ici dans la diaspora. Les gens qui se sont battus dans la diaspora sont connus. Et Fachi lui-même connaît toutes ces personnes qui se sont battues. Et que ces gens-là sont incapables même de voler $1 de la caisse de l'État. Incapables. Ces gens-là, je ne peux pas me dire, moi, mais nous sommes nombreux. Des gens qui ont vraiment l'amour de ce pays. Parce que nous avons vu comment, lorsque Kabila a tué, coupé l'Internet, comment il faisait ce pays, j'ai vu comment les Congolais pleuraient pour leur pays. Donc il y a des gens, en fait, qui sont incapables de voler un seul $. Un seul. Ils sont là. Mais Fachi a pris tout simplement ces gens qui ne sont pas connus, des gens qui n'ont pas intérêt à protéger leur personnalité, parce qu'ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus, ce sont des gens qui se sont retrouvés là, et puis... Bon, je ne peux pas citer les noms, mais en tout cas, la diaspora se désengage et la diaspora ne se reconnaît pas être représentée au niveau de l'État. Et il y a des gens qui se sont... Il y a le jeune qui était en Belgique, je crois que c'est Bouchiri. Bouchiri, ça c'est un garçon, bon, c'est un monsieur, un homme, un garçon peut-être, mais il a grandi quand même. Ça, ce sont des gens qui sont... Moi, je n'entendrai jamais dans mes oreilles que Bouchiri a volé $1000. Parce que c'est quelqu'un qui a eu le temps de parler aux Congolais. C'est des gens qui sont morts, qui se plaignaient pour ce pays lorsque ce pays ne marche pas. Les gens comme des Bouchiri, là. Est-ce qu'il y en a combien autour de Félix? Ça, moi, si j'attendais que Bouchiri a volé 50 millions, en tout cas, peut-être j'allais laisser la politique parce que je n'allais plus comprendre ce que c'est la politique. Ça, ce sont des gens que nous connaissons ici, qui sont des gens honnêtes dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est cela, en fait. La paix, en fait, ce n'est pas mettre la coterie, ce n'est pas mettre les gens, plan biologique, ensemble, non. En fait, c'est l'apport de tout le monde. Cette égalité, d'ailleurs, c'est ce qui donne même la paix. L'égalité de tous devant la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila pourrait être jugé? S'il n'est pas jugé, vous pensez que c'est la paix que vous cherchez? Si les gens dont je viens de citer là, il y a les Camérés qui ont volé les millions, dont on n'a jamais remis, il y a tous ces gens-là, il y a des voleurs, des grands voleurs. Mais ils peuvent quitter la prison et aller en Europe se soigner. Mais les voleurs de poules, qui ont essayé de voler la poule pour ne fût-ce que manger, soit te faire manger, je ne sais pas moi, les membres de sa famille, cette personne est condamnée à mourir dans la prison. J'étais à Lubumbashi, j'ai circulé dans les cachots et j'ai vu que c'est inhumain. C'est inhumain des choses que j'ai vues. Bon, c'est déjà un système. Pour amener le repas à celui qui est au cachot, il faut donner 10 000 francs. Et cette pauvre femme-là qui avait un bébé, c'était une petite fille, elle avait 23 ans et son mari avait presque le même âge. Et il fallait que j'intervienne d'une manière ou d'une autre pour ne fût-ce qu'elle puisse manger et avoir la force d'allaiter son enfant. Il y a des choses que en restant dans vos bureaux climatisés, vous ne voyez pas. Et je ne sais pas comment
ce sont les pauvres, ce sont les faibles qui sont punis. Mais ceux qui volent des millions se font un bon partage avec des magistrats. Et je ne sais pas. Et avec ça, vous pensez qu'il y aura la paix dans ce pays, que vous allez amener la paix dans ce pays. Donc, compatriotes congolais, en plus de cela, nous avons le mécanisme constitutionnel qui ne nous donne pas cette possibilité d'avoir la paix. Les mécanismes constitutionnels en RDC ne peuvent pas juger les gens comme les Matata Mponyo, les gens comme les Kabila. Et cette constitution, vous savez bien qu'aucun membre de l'UDPS n'a voté ça. Lui-même, Félix n'a pas voté, Fachi n'a pas voté cette constitution. Mais il l'applique parce que cette constitution est dans son avantage. C'est ça ce qui nous dérange un peu jusqu'à ce niveau-là. Donc lorsque vous tirez profit, alors là, ça devient une bonne affaire. Donc c'est la bonne gouvernance, on la met de côté. Le processus électoral d'ailleurs qui devrait commencer. Bon, ça traîne, ils n'ont pas encore l'argent, espérons qu'ils auront l'argent cette année. Donc le gouvernement Warrior, que nous disons Warrior, ne peut plus maintenant, à partir de maintenant, se donner, oser appliquer la politique de forcing. À un certain moment, ils ont appliqué beaucoup de forcing. Maintenant, cette affaire, c'est terminé. Et toute forme de forcing actuellement sera considérée comme un cas de casus belli. Et comme tel un cas de casus belli, eh ben, cela va amener le mouvement de désobéissance civique. Et c'est ce mouvement qui va amener au soulèvement populaire parce que le peuple en a marre. Le peuple en a marre. Le mouvement de perestroïka que vous voyez se développer dans la partie, dans les colonies françaises d'Afrique, vous verrez que les exploités ont dit non aux exploiteurs. Et c'est cela ce qui va se passer. Lorsque vous avez 10 000 que vous avez arrêtés au Nord Ubangi, ou bon, pas même dans le Ubangi, vous avez arrêté 10 000 à Lissala, non, 500 000 vous arrêtez à Lissanga, 500 000 à Businga, 500 000, je ne sais pas moi, à Bouende, 500 000 vous avez ça peut-être à Poko, à Djougou ou à Ngandajika, mais vous allez les mettre où? Et c'est là que vous allez arriver au problème avec le peuple. Parce qu'il n'y aura pas un peuple qui se laissera avoir. Le simple fait d'ailleurs, ça s'est manifesté à Kinshasa hier samedi, lorsque le peuple, ou lorsque les combattants de l'UDPS ont décidé d'entrer dans leur permanence qui était gardée par les policiers. Et ils sont entrés, parce que les policiers ne pouvaient rien faire face à la foule qui venait. Donc, les militaires qui sont dans les zones occupées et tout ça, vous devez comprendre que les pouvoirs de Fachi manifestent tous les signes d'essoufflement. Donc ne cherchez pas à provoquer la population. Le pouvoir de Fachi est très faible. Ce qu'il croyait être l'union sacrée n'est plus l'union sacrée. Cette union sacrée, c'est maintenant c'est fractionné et que le gouvernement ou le pouvoir Samalukonde arrive maintenant à une politique de copier-coller. Donc on est en train de faire le copier-coller de Mobutu. Je vais vous donner un exemple. Remarquez que tout ce qui s'est passé du temps de Mobutu, ça se passe maintenant, mais ça se passe actuellement. Mobutu étant Fachi, il assiste à des séminaires et des colloques improductifs. Il ne se passe pas un jour, 2 jours, où vous allez voir Fachi ouvrir un séminaire, participer à un colloque. Ça, ce sont des choses que nous avons connues sur Mobutu. Vous allez voir Fachi participer à des cérémonies d'inauguration. Vous allez voir Fachi rester là, à suivre des discours de flatteurs, des discours de dialoguistes, tout en sachant que ces discours-là seront là que pour vanter ses mérites. Et si vous remarquez bien, vous verrez les états généraux, c'est Fachi qui est là, qui parle et qui fait des discours rédigés par les autres.
Et voilà, il est là, il parle et tout. Mais quelle différence avec le moboutisme? Parce que le moboutisme, c'était ça. Les discours étaient rédigés par... donc c'était les idées des autres qu'on amenait et puis qu'on parlait. Mais il faut parler. Nous parlons. Nous parlons. Parce que la communication doit être directe. Et il n'est pas dit que vous devez parler toujours avec des mots académiques. Non. Qu'est-ce que vous ressentez, par exemple, lorsque vous allez dans les états généraux? Les états généraux, on a parlé des états généraux de la presse. C'est encore des histoires de la bêtise qui ne donneront rien du tout. Parce que, bon, en fait, on ne peut pas entrer dans tout ça, mais un chef parle. Un chef doit parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parlez. Parce que lorsqu'il y aura les débats télévisés ou les débats contradictoires, vous n'aurez pas de papiers, vous n'aurez pas de conseillers, vous êtes obligé de parler. Et voilà pourquoi il est très important que le président soit tout le temps exposé à des questions, qu'il sache au moins comment se débrouiller, qu'il sache comment faire. Par exemple, le problème de rapport au mapping. Comment est-ce que vous allez justifier ça au peuple congolais? Comment vous allez justifier? Comment vous allez justifier qu'un état de siège est tout le temps prolongé? Comment vous allez expliquer ça au peuple? Ça n'a pas de sens. Donc, compatriotes congolais, les choses... Félix est en train de se troubler lui-même. Fathi est entré il est en train de s'essouffler lui-même. C'est malheureux. Il a dépensé beaucoup de ses énergies. Mais malheureusement... Et tout ce qu'on est en train de lui donner, les fonctions là au niveau africain, mais c'est la politique que Mobutu aussi utilisait. Vous pouvez être meilleur. Je vais prendre par exemple, il y a eu un gouverneur de la banque qui s'appelait Bofossa, quelque chose comme ça. Mais ce monsieur-là était très fort à l'université. Il critiquait, il faisait l'économie. Et Mobutu a dit, non mais écoutez, dès que ce monsieur termine, en tout cas, faites-moi ci. Et dès que Bofossa termine, directement, gouverneur de la banque. Et d'ailleurs, vous comprenez que lorsque Mobutu avait fait la démonétisation de 1980, il n'était même pas informé. Un gouverneur de la banque. Pourquoi? Parce que c'était toujours ce qui se passe. Félix, on connaît qu'il fallait lui donner les fonctions en Afrique pour ne pas s'occuper de la RDC. Et lui trouvait que c'était un honneur. Aujourd'hui, remarquez, on lui a donné encore d'autres. Donc, on est en train de le fatiguer. Et le Bofossa, là, je ne sais pas son nom, c'est vrai, bon, il y avait un Bofossa d'un père, mais il y avait un Bofossa, quelque chose comme ça, il était gouverneur, avant la démonétisation de 1980. Alors ce monsieur-là, c'était Mobutu l'appelait tout le temps. Il devrait assister à l'installation des GMPR, Mobutu faisait des réunions très tard. Ce monsieur-là a été libéré, je crois, vers 2 h du matin. Et à 7 h, il devrait être au service. Et il n'avait même pas le temps de signer. Félix, c'est ça. C'est quelque chose qui est préparé. Ne pensez pas que toutes les fonctions qu'on lui donne au niveau africain, c'est pour l'honorer. Non, c'est pour l'abrutir davantage. Parce qu'il y a des réunions, il y aura des choses. Mais vous savez, cette histoire-là de l'Union africaine, c'est un machin. C'est une histoire qui n'a pas d'avenir. C'est une histoire où Félix n'a même pas un mot, mais c'est une histoire pour embrouiller tout simplement. Et c'est cela, ce qui fait que Félix aura du mal à se justifier, à parler de tout ça. C'est ainsi qu'il est entré dans les actions d'éclat, à poser les actions d'éclat. Ah non, il faut asphalter des routes, quelques tronçons de routes, il faut aller visiter les pêcheurs, leur donner des filets, il faut acheter quelques bateaux de pêche, il faudrait éclairer quelques avenues, il faudrait construire quelques écoles dans ville, parce que c'est là où la visibilité est grande. Il faut s'acheter des bus. Ce sont des actions là qui frappent les yeux. Qu'est-ce que nous avons à faire avec ces actions? Quel impact a ces actions sur le changement de l'homme? Kabila avait acheté beaucoup de bus. Où sont ces bus-là? Tout a été détruit, pillé. C'est-à-dire l'homme n'est pas l'homme. Il faut chercher à changer l'homme. Compatriotes congolais, s'il ne s'agissait que de manger, s'il ne s'agissait que des bus, des belles écoles, des belles routes, Lumumba et les Kasavubu ne pouvaient pas chercher l'indépendance. Parce que s'ils ont cherché l'indépendance, c'est parce qu'il y avait quelque chose de très important qu'ils devraient défendre. Ils devraient défendre la paix, ils devraient défendre l'unité, ils devraient défendre la fierté de l'homme congolais, la grandeur de l'homme congolais, la dignité de l'homme congolais. Voilà, ce sont là les valeurs
pour lequel les Lumumba se sont battus pour aller à l'indépendance. Hein? Les 13 parlementaires, et tout ça, lorsqu'on on parle progrès social, qui est le PS de l'UDPS, c'est-à-dire former l'homme. L'homme doit changer, l'homme doit quitter les antivaleurs. C'est cela en fait. L'action de l'UDPS devrait être centrée sur l'homme, le changement de l'homme. Mais qu'est-ce que Félix a fait? Non, il ferme les yeux aux antivaleurs. Et il est là. Le rapport mapping qui devrait lui donner la force, non? Les magistrats qui font n'importe quoi, bon, pour lui, c'est pas ça le problème. Compatriotes congolais, nous devons ouvrir les yeux. Nous assistons aujourd'hui à des choses qui ne pouvaient pas se faire voir. Actuellement, je prends toujours l'exemple de Lubumbashi. Le vol intellectuel a atteint un niveau que nous ne pouvons pas comprendre. Les vols intellectuels, les antivaleurs sont devenus très... c'est devenu la façon de vivre des Congolais. On peut comprendre. Mais, compatriotes, c'est bien de se déplacer, de voyager. Vous allez comprendre que beaucoup de choses ne marchent pas. Et voilà pourquoi, pour changer toutes ces choses, il faudrait une solution radicale. Et la solution radicale, je vous ai parlé, il faudrait le soulèvement populaire. Sans soulèvement populaire, la situation en RDC ne changera jamais. Le voleur, enfin le pauvre, restera toujours de plus en plus pauvre. Et les riches deviendront de plus en plus riches. Les riches sont des antivaleurs. Vous savez que sous Mobutu voulait avoir des gens flatteurs autour de lui ou des gens qui acceptaient son dictat. Alors ces personnes-là autour de Mobutu se sont enrichis. Ils ont fait, ce sont eux maintenant qui ont l'argent dans toute la République. Et de la même manière sous Kabila. Kabila, des gens qui étaient là, c'était des flatteurs, des gens qui lui parlaient toujours Raïs, tout ça. Les bonnes personnes avec une bonne conscience sont soit venues ici à l'extérieur. C'est le cas de nous autres. C'est le cas de plusieurs autres. Il y a Mayimbi qui est là en France, en Belgique, qui souffre. Il y a le cas de Grafel, Paloukout. Ce sont des gens qui sont versés dans la politique et qui ne veulent pas les antivaleurs. Mais toutes ces personnes-là qui s'enrichissent et qui vont gagner les élections, ce sont des gens dont la plupart sont issus des parents voleurs. Vous connaissez autant de familles que je ne peux pas citer ici particulièrement. Ce sont des familles de flatteurs. Ils ont l'argent et aujourd'hui ils peuvent corrompre et faire ce qu'ils sont en train de faire. Et pour mettre fin à tout cela, il faut un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire originel. Ce soulèvement ne s'improvise pas, parce qu'il y a des soulèvements populaires qui sont préparés à partir des Occidents à travers les organisations des droits de l'homme. Ça, ce sont des soulèvements populaires qui sont très souvent repris par ceux-là qui mandatent. Mais le vrai soulèvement populaire doit venir de vos CPP. C'est vous qui connaissez. C'est vous qui connaissez qui est qui se bat, qui est qui. Pas les gens ça vous savez, je ne peux pas parler trop là-dessus. Aujourd'hui, en 2023, nous aurons les élections. Ce qui est bon, c'est que tout ça reste dans le flou. De toutes les façons, avec le bilan que Fathi présente, Fathi, comme je vous ai dit, ce point faible, c'est d'être embrouillé avec les fonctions au niveau africain, au niveau tout ça, l'Union africaine, c'est pas moi, CAC, tout ça c'est fait à dessein pour l'embrouiller. Il ne va pas s'occuper. D'ailleurs, l'autre ici qui est décédé, il m'a dit, mais pourquoi tu te promènes trop? Tu occupe-toi de ton peuple. Et Félix devrait le faire. Mais il a préféré d'abord aller faire des arrière-plans. Mais en fait, je ne sais pas comment, dans un débat contradictoire, il pourra justifier de ça.
il va justifier que non, j'ai fait des bus, j'ai acheté des bus, j'ai fait, je sais pas moi, Wi-Fi, Wi-Fi dans les écoles. J'ai fait, je ne sais pas. C'est ça le bilan qu'on doit amener au peuple. Il faut dire que non, le peuple, j'ai fait ça et je fais ça. L'argent, j'ai des 10 milliards, mais 10 milliards, est-ce que ça se voit dans les mains? Est-ce que les gens mangent un peu à Kinshasa? Je ne vois pas. Donc il ne faudrait pas trop essayer de compliquer les choses. Fachi a fait ce qu'il a fait, mais il est berné par les gens, il est dorloté. Bon, les gens profitent de sa naïveté, c'est tout à fait normal. Tout ça, ça fait comprendre que ça ne marche pas. Sur le plan de la paix, Félix n'a pas réussi. Sur le plan de l'unité, non, l'unité des cœurs, peut-être, oui, bon, il a trouvé ce que Kabila a laissé. Est-ce que le peuple, est-ce que les Congolais sont fiers aujourd'hui d'appartenir? Oui, aujourd'hui quand même ici dans la diaspora, nous sommes respectés par rapport à ce que Kabila a tué, et ainsi de suite. Là, il y a un peu de choses. Est-ce que là, oui, la fierté, la dignité, oui, ça peut exister? La grandeur, un peu, nous avons essayé un peu d'avancer un tout petit peu, mais ce n'est pas vraiment suffisant parce qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, comme je vous ai dit, le bilan de Félix est trop mitigé. S'il doit cesser d'être naïf, d'être simple dans ce qu'il est en train de faire, très souvent la population lui a demandé de prendre le fouet, le bâton, et puis de commencer un peu à frapper un peu dur, mais jusque-là, il ne l'a pas fait. Compatriotes congolais, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je disais que nous sommes là, l'unique solution, c'est le soulèvement populaire. Sans soulèvement populaire, ce sont les voleurs qui vont gagner les élections en 2023. Ce sont les voleurs qui vont encore se renforcer. Et nous n'allons rien avoir. La meilleure manière de mettre fin à cette classe de la bourgeoisie comprador, c'est le soulèvement populaire. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Bye.